Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Madeleine Richard, je suis chargée de communication à la ruche industrielle et en charge de la programmation des conférences déjeuner. Dans le respect des mesures sanitaires, cette conférence aujourd'hui est hybride, donc à distance et en présentiel à la ruche. Merci d'être aussi nombreux que vous soyez sur place ou en visio. Sachez que cette intervention est enregistrée pour permettre la diffusion d'un replay que vous pourrez consulter, partager jusqu'en suite. Donc pour cela, merci de couper vos micros s'il vous plaît pour éviter tout bruit parasite. Puis évidemment, coupez vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître dans le replay. N'hésitez pas à formuler vos questions tout au long de la conférence. Je les traiterai lors d'un temps dédié en fin de conférence, donc n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. C'est fait pour ça. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Francis Bonnard. Jean-Francis Bonnard est architecte et dirigeant d'Initium. Donc aujourd'hui, Jean-Francis nous fera découvrir que l'espace de travail a évolué en même temps que la vision du travail et devient un enjeu majeur pour les bureaux de demain. Le tout avec une illustration parfaite. D'ailleurs, vous êtes au milieu de l'illustration avec les nouveaux agencements réalisés par Initium et donc les premiers agencements, les alvéoles que vous voyez ici en faisaient partie. Je n'en dis pas plus, Jean-Francis, je vous laisse la parole. Merci. Bonne conférence à tous. Merci. Bien, donc écoutez, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à la ruche industrielle de nous permettre de tenir cette conférence que j'espère vous satisfera et vous y trouverez de l'enseignement. Donc, je suis effectivement Jean-Francis Bonnard, cofondateur du groupe Initium, qui est spécialiste dans l'aménagement d'espaces tertiaires. Notre activité, c'est 70% de bureaux, donc on va en parler aujourd'hui, et 30% de restaurants d'entreprise et aussi magasins. J'en parle parce que vous savez qu'il y a un lien aujourd'hui dans l'aménagement tertiaire avec ces aspects restauration et retail. Voilà, donc j'ai créé avec mon associé ce groupe il y a 15 ans et finalement, au cours de cette période, on a pu voir une grande évolution dans l'aménagement d'espaces tertiaires. Moi, ça a ouvert le truc. De manière sensible avec les problèmes de la pandémie. Ouais, non, parce que moi, ça me met soit avec Teams, soit continue sur ce navigateur sans télécharger. Normalement, quand tu mais voilà, donc, on a vu une grande évolution sur ces 15 dernières années dont je vais vous parler. Donc, alors, première petite image un petit peu anecdotique pour vous faire rire un peu. C'est le plateau déjà. L'open space des années 60, un peu, voilà, c'est un peu la création. On n'a plus trop ça aujourd'hui, heureusement, sans doute, peut-être. Mais je pense qu'il est intéressant aussi de voir ce qui s'est passé dans l'histoire de l'aménagement de l'espace tertiaire pour comprendre où on en est aujourd'hui, quelles ont été les mutations, quelles ont été les erreurs qui ont été corrigées dans le temps. Bon, voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est avant tout demain. Quel sera notre bureau demain? Je ne sais pas s'il sera comme celui-ci, très design, avec un peu de verdure, un petit côté green tech. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on va faire ça en quatre étapes principales. D'abord, un petit focus, effectivement, que s'est-il passé sur les 60 dernières années? Vous avez vu 1960, on est en 2020, 60 ans. Comment l'espace tertiaire a évolué, et notamment sur ces dernières années. Aujourd'hui, quelle est la situation d'aujourd'hui, très rapidement, en se disant, il y a une situation qui existe, qui est relativement en décalage avec les pratiques. Et puis, troisième partie, les attentes des salariés des entreprises aujourd'hui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en fonction du contexte, et aussi du contexte sanitaire, du contexte économique, du contexte social, managérial, quelles sont les attentes, effectivement, des salariés et des entreprises. Et donc, pour finir, voilà, on vous donnera notre vision qui est aussi partagée, qui est aussi, on verra, sous-tendue par des enquêtes. Quelle est la vision de l'environnement du travail de demain? Voilà, donc l'évolution, si on fait un petit cours d'histoire rapide de l'espace tertiaire, bon, les années 50-60, un petit jeu de mots, le début de l'ère tertiaire, voilà.
Une petite faute d'orthographe, alors vous m'excuserez sur l'air, mais c'est peut-être un jeu de mots qu'on a voulu. Donc, l'open space a traversé les époques, parallèlement au bureau classique, au bureau fermé, classique. Mais finalement, l'idée de l'open space a toujours été un petit peu transversale sur toutes les époques. Et si on remonte vraiment, vraiment loin, en 1906, à New York, la Left-In Administration Building installait déjà un grand nombre d'employés dans une espèce de dépôt. Et surtout, voilà, les premières formalisations d'espace tertiaire, c'est plutôt dans les années 50-60. On retient notamment dans les années, enfin 1950 exactement, la création de bureaux paysagers par deux frères qui sont allemands. Et voilà, il y avait installé un open space avec beaucoup, beaucoup de végétation. C'est pour ça que ça s'appelle bureau paysager d'ailleurs. C'est passé dans le langage courant, mais l'appellation vient de là. Ensuite, on se retrouve dans les années 70-80. Donc, il y a une accélération de la désindustrialisation en France, en Europe et dans le monde de toute façon. Et puis, donc, les technologies évoluent, le confort des mobiliers évolue, les technologies évoluent, le téléphone évolue. L'aspect technologique et digital, on y reviendra après, a été aussi très important dans la modification des espaces. Et en 1964, c'est pour ça que tout à l'heure je disais 1960, c'est la création un peu de l'open space d'une manière assez officielle. Un designer américain qui travaillait pour une très grande firme de mobilier de bureau qui s'appelle Herman Miller a inventé un concept, le cubicle ou open office. Donc c'est un système de cloisonnement, voilà, ce qu'on connaît dans les open space, de cloisonnement semi-haut, qui permet de mettre un grand nombre de personnes et de les isoler partiellement avec un format très modulable. Donc voilà, l'histoire de l'open space pratiquement arrive à ce moment-là. D'autres ont des expériences aussi intéressantes en Allemagne avec des bureaux où tous les aspects visuels sont traités, c'est-à-dire que toutes les entités de l'entreprise ont une vue les unes sur les autres. Et je dirais que dans les deux cas, il y a aussi une question managériale au travers de tout ça. C'est-à-dire que dans l'open space, comme dans ce format allemand, qui était créé en 1972, c'est l'idée de dire la direction a aussi un contrôle sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc il y a aussi une notion managériale au travers de tout ça. Donc les années 90-2000, qu'est-ce qui se passe? C'est l'informatique. L'informatique arrive, donc elle change la manière de travailler. Elle ne change pas trop, finalement, la notion d'aménagement d'espace. On a encore des bureaux fermés, on a encore des open space, de plus en plus, et de plus en plus ouverts. Puis, les années 2000-2010. Alors, les années 2000-2010, ils sont caractérisés par la mobilité. On parlait de la technologie, les ordinateurs portables qui viennent facilement mobiles, justement. La remise en question de l'open space. Là, on commence à le dire, au début du XXIe siècle, l'open space, ça fonctionne mal, les gens gênent, la question acoustique est importante, on a du mal à travailler dans ces conditions. Donc, on se retrouve, on voit sur cette image, sur des open space plus petits. Chaque aménageur trouve sa norme. Certains disent pas plus de 12 personnes dans le même espace, d'autres disent pas plus de 8. Voilà. La QVT, donc la qualité de vie au travail, notion qui apparaît de plus en plus, et qui là aussi est un moteur fort pour tous les gens qui construisent des espaces de travail, au travers de ces espaces-là et de leur management. Et les naissances des premiers coworking, même du premier. Donc, historiquement, on l'attribue à ces deux personnes qui ont créé un coworking en 2005, pratiquement dans un appartement, on va dire ça comme ça, à San Francisco, le Spiral News. Bon,
c'est le premier en 2005, et là, sur l'aspect du coworking, c'est quelque chose qui a été exponentiel et qui a subi un fléchissement avec l'arrivée du Covid et qui, mais j'en parlerai un petit peu après, et qui reprend un certain essor aujourd'hui. 2010-2020, donc, c'est les générations YZ, ça c'est important. C'est comment je vis dans un espace de travail, moi qui arrive sur le marché du travail, qui suis jeune, qui suis connecté, qui suis très souvent sur mon téléphone portable, qui a une vision du management différente, en disant il y a moins de barrières, on est plus à la hauteur et à l'égal des dirigeants et on peut leur parler d'une manière égalitaire. La digitalisation qui continue et de plus en plus, la connexion Wi-Fi, la fibre, la flexibilité donc. Là donc on arrive sur des notions où je vais travailler dans l'espace qui est le plus approprié pour le moment où je vais travailler, c'est-à-dire dans un espace cosy ou un peu fermé si j'ai besoin de concentration, dans un espace plus ouvert avec plus de monde si je suis dans une démarche de création dynamique, ou dans des espaces intermédiaires pour de la co-construction en équipe, par exemple. Donc le bien-être au travail continue on passe de la qualité de vie au travail au bien-être au travail. J'avais la qualité de vie dans les années 2000-2010. Je savais que j'avais un certain nombre de services à ma disposition, j'avais un certain confort, mais maintenant je veux vraiment être bien en tant que personne dans mon espace de travail. C'est un petit peu ce qui a changé. Et le début en termes de design du haute tendance. Donc, même avant la crise du Covid et le télétravail, on a commencé à voir poindre l'idée qu'on aimerait, dans notre espace de travail, retrouver un peu les codes de la maison. Alors, aujourd'hui, effectivement, des cas de pratique, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le bureau fermé fait de la résistance. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait beaucoup mis en cause, que toutes les sociétés, les aménageurs, les managers souhaitent de plus en plus ouvrir les espaces, avoir des espaces interstitiels pour que les gens travaillent en équipe, en mode projet. Le bureau fermé reste encore quelque chose de bien ancré, puisque je vous fais part d'une enquête une enquête Actinio, qui est l'Observatoire de la vie au travail, une enquête de 2021, où finalement, aujourd'hui, quand on interroge, c'est une enquête qui a été faite sur Paris, Los Angeles, Amsterdam et New York. Et quand on regarde comment ça se passe, effectivement, il y a encore la moitié des gens qui travaillent dans le domaine tertiaire qui sont en bureau fermé et qui finalement sont satisfaits. Il n'y a pas une forte demande des collaborateurs à se retrouver dans un espace partagé. Et deuxième élément, deuxième constat, quand on dit que la situation en décalage avec les pratiques, aujourd'hui, on a la chance ici d'être dans un bel espace rénové qui est fonctionnel, etc. Mais il y a beaucoup de bureaux anciens. Donc là, c'est une enquête de l'atelier parisien d'urbanisme sur Paris et sa périphérie, mais si on la transposait en province, je pense qu'on aura à peu près les mêmes tendances. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'immeubles de bureaux qui, vous voyez, 39% étaient construits avant 1939. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent dans des vieux bâtiments. Alors, un certain nombre ont été rénovés, donc il est très difficile de savoir quelle est la proportion d'espaces qui ont été mis au goût du jour, mais malgré tout, on peut se dire que les contraintes même des bâtiments, et nous on le voit en tant qu'aménageurs, sur des bâtiments anciens, parfois, il est très difficile de les adapter sur un nouveau mode de fonctionnement avec des espaces plus ouverts. Il y a des murs porteurs, voilà, des escaliers, etc. C'est un peu compliqué. Et vous voyez, donc même si on regarde de ce panel-là, les immeubles qui datent d'avant 1980 représentent plus de la moitié, largement plus de la moitié des immeubles de bureaux aujourd'hui.
Autre fait important qui peut expliquer aussi ce décalage, c'est que d'après cette enquête de 2021, un tiers des employés travaillent déjà en dehors du bureau. Donc, 32% travaillent à la maison au moins une fois par mois et 32% travaillent ailleurs au moins une fois par mois. Donc, on va venir sur cette notion qui est la notion de tiers-lieu. On travaille dans une gare, dans un restaurant, etc. Et donc, soit dans les locaux de l'entreprise ou dans les locaux des clients, à la maison, 19% au moins un jour, 19% au moins quelques heures, et dans d'autres lieux. Espace public, parc, jardin, train, avion, espace de travail collaboratif, c'est-à-dire coworking. Donc le fait que déjà un tiers aujourd'hui, si on considère qu'un tiers des employés travaillent ponctuellement, plus ou moins en dehors de leur entreprise, finalement, l'espace tertiaire, c'est pas forcément adapté aujourd'hui à ce fonctionnement-là. Derniers aménagements qu'on peut faire et qu'on fait depuis 2 ans en tiennent compte, dans les notions de flex office, etc. Mais c'est quand même une notion plutôt récente. Alors, si on interroge les salariés et les chefs d'entreprise, quelles sont leurs attentes, comment ils perçoivent leur bureau et leur aménagement demain. Alors, top 3, paradoxalement, quand on interroge, donc c'est une base de 6200 collaborateurs, toujours sur la même enquête sur les 4 grandes métropoles que j'ai citées. Dans le top 3, 50% des interrogés disent qu'on souhaite avoir un bureau de travail attribué à un bureau fermé. C'est un peu paradoxal, ça ne va pas tellement avec cette notion de travail collaboratif, mais voilà. 42% disent on veut bien un poste attribué dans un bureau collectif mais de petite taille. Alors là, on parle de 3, 4, 5, 6 collaborateurs dans un même espace. Et 35% disent nous, un poste de travail attribué dans un espace de travail ouvert, avec des bulles de confidentialité, des salles de réunion de proximité en libre accès. Voilà. On peut un peu plus avec ce fonctionnement flex office où on est tantôt à la maison, tantôt dans un tiers-lieu, tantôt dans les locaux de l'entreprise. Quand on interroge les collaborateurs, ils nous disent aussi on a une aspiration majeure à télétravailler. Voilà. Donc ça, l'enquête date de 2021, le Covid était déjà passé par là. Les gens ont constaté que c'était possible, que la France était quand même un pays où la fibre est plutôt bien répandue, où les connexions sont plutôt bonnes. Finalement, les gens sont habitués, voilà, dans leur canapé, avec leur micro sur les genoux. Et puis, 85% disent on aimerait bien travailler à domicile un peu plus. Et 83% de ceux qui n'ont jamais travaillé à domicile seraient intéressés par le faire. Donc, c'est une enquête de 2021. Je pense que le nombre de personnes qui n'ont jamais travaillé chez eux a augmenté. Alors, pourquoi continuer? Alors, du coup, la question se pose pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, tout au moins, et parfois pour les collaborateurs. Alors, pourquoi venir travailler au bureau social? On a une bonne connexion, on est bien installé, on est plus efficace. Et, autre point important, surtout dans les grandes métropoles où a été faite cette enquête, un des problèmes majeurs des salariés, c'est le temps passé dans les transports. Finalement, on se dit, je perds du temps, je me fatigue, je suis pas rentable pour l'entreprise quand je suis dans les transports, voilà. Donc finalement, pourquoi aller au travail, pourquoi aller au bureau? Alors, les chefs d'entreprise notamment répondent aussi principalement pour la socialisation et l'existence de frontières claires entre vie privée et travail. Je pense que les gens qui nous suivent en vidéo et les gens qui sont là, je pense que tout le monde et qui ont pu travailler en télétravail ont pu constater que parfois ça a ses limites, que c'est compliqué, qu'on peut avoir un environnement avec des enfants qui perturbent, etc. Donc, et puis qu'on a besoin aussi quand même d'un contact social en dehors de son univers familial.
Donc, de plus en plus de personnes ont la possibilité de travailler depuis leur domicile. Et la question, c'était, selon vous, venir sur un lieu de travail plutôt que de travailler chez soi, ça permet avant tout d'avoir, alors 41% ont répondu, oui, c'est bien pour avoir des échanges informels et convivialité avec ses collègues. 40% presque ont répondu, j'ai un espace réservé au travail qu'on peut séparer clairement de sa vie privée, hein, mettre une frontière. D'avoir des échanges professionnels plus efficaces. Aussi, il y a quand même un tiers des personnes interrogées qui disent, finalement, quand je suis chez moi, l'échange professionnel est moins efficace. Un espace parfaitement adapté au travail, donc la question du mobilier, un siège ergonomique, etc. Donc c'est vrai que pour ceux aussi qui ont un certain nombre de personnes qui ont travaillé dans leur domicile, quand on travaille sur une chaise de cuisine, même un fauteuil qui n'est pas vraiment un fauteuil de travail, on peut vite avoir un photo, on peut pas bien, et ça compte aussi. Et d'ailleurs, un certain nombre d'idées d'entreprises conçoivent des mobiliers spécifiques pour la maison, pour travailler de plus en plus. On propose des bureaux avec table abattante, ça ne tient pas de place, mais pour travailler, un siège ergonomique qui est à la fois ergonomique, type siège de bureau, mais qui a un visuel plus proche d'un siège de maison. Voilà. Pareil, des échanges informels avec son management, être coupé du management, obtenir des informations non officielles sur ce qui se passe dans l'entreprise et l'organisation. C'est vrai que si on ne se voit plus au café le matin, on sait un petit peu moins. Voilà, on a moins l'occasion de partager des faits et des valeurs de l'entreprise. Et puis l'accès à des services qui sont sur le lieu de travail. Sur de grands immeubles de bureaux, on a beaucoup de services intégrés, que ce soit de la restauration, de la crèche, du pressing. Donc tout ça, quand on l'a plus, quand on est chez soi, bon, voilà. Donc les salariés recherchent aussi un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc quand on leur pose la question, j'aimerais avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée, 80% sont d'accord, les autres sont tout à fait d'accord. Donc bon, ça oui. Et je fais le maximum pour préserver les frontières très marquées entre mon travail et ma vie privée. C'est pareil, c'est quelque chose d'important pour les collaborateurs quand même, d'avoir cette démarcation, même si on constate tous dans la réalité de la pratique, la frontière, elle est parfois ténue parce qu'on est digital et parce qu'on a toujours son smartphone dans la poche, sur la table de la salle à manger quand on mange avec son épouse et ses enfants, et qu'on va répondre à un mail, etc. Et qu'à l'inverse, quand on est au travail, que ce soit un texto ou un WhatsApp de sa famille, et on regarde, on répond. Voilà. Donc, malgré tout, les gens disent « je veux avoir une frontière », mais dans la pratique, ce n'est pas réellement observé. L'aménagement et la décoration des espaces de travail a son importance. Là, on va recoller un peu au sujet quel sera l'espace de travail de demain. C'est-à-dire que si, là, je vais prendre notre expérience, encore une fois, nous, on a créé notre entreprise il y a 15 ans. Il y a 15 ans, quand on faisait des bureaux, on choisissait la couleur de la moquette, les cloisons étaient toutes blanches en général, l'éclairage était uniforme. Voilà, on mettait quelques plantes, mais on n'allait pas plus loin. Et c'était une demande d'aucune entreprise. Aujourd'hui, les collaborateurs disent « nous, on a envie d'être dans un lieu agréable, décoré, qui nous plaît ». Et c'est vraiment quelque chose qu'on constate. Voilà, on est une PME de 50 personnes. On le constate aussi avec nos collaborateurs, notamment des jeunes, qui nous disent « nous, on reste chez vous parce qu'on est vraiment bien. C'est sympa, il y a un petit fond de musique dans la zone de détente, il y a un diffuseur d'odeur, tout ce genre de choses après. » Mais c'est important pour la jeune génération de se trouver dans un lieu de travail où on se sent bien. Et l'enquête le montre. Il y a encore une grande importance à l'aménagement, à cette décoration. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'attendent les entreprises maintenant? Vous avez vu ce qu'attendent les collaborateurs. Les entreprises
elles attendent de la performance de leurs collaborateurs aussi. Donc, la question du mieux-être au travail, du bien-être, de la QVT, c'est vraiment au cœur de la préoccupation des facility managers, des RH des entreprises. Bon, là, je vous ai cité une enquête faite par Laurence Vernet, qui a fait un livre sur Happy RH, justement, et qui dit un salarié heureux est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 9 fois plus loyal, 31% plus productif et 55% plus créatif. Ça, c'est son étude. Et effectivement, quand on se sent bien, on est apte à innover, à coopérer, à être mobilisé, à être efficace, et puis aussi peut-être un aspect physique et santé. Voilà. Donc, les responsables de patrimoine immobilier ont ces notions à l'esprit et ils voient, on a vu ce qui s'est passé depuis 2020. En 2020, il y a eu la pandémie, beaucoup de télétravail, beaucoup de remise en question de la manière de fonctionner des entreprises, beaucoup plus de digitalisation, etc. Donc, ça, tout le monde fait. En 2020, il y a eu une baisse de 42% des investissements et 45% de prises à bail dans le domaine tertiaire en France. Alors que, forcément, avec le confinement, on n'allait pas acheter des bureaux, prendre les bureaux en location. Donc, c'était une très mauvaise année pour le secteur tertiaire. La généralisation du télétravail, la jauge préconisée dans les bureaux a accéléré la culture en cours. Alors, ça a été effectivement un choc pour le monde de l'immobilier tertiaire, mais ça a été aussi finalement la manière d'accélérer cette réflexion sur qu'est-ce que doit être le bureau de demain. Finalement, je peux dire que c'est un mal pour un bien, mais presque. Ça a fait réfléchir sur comment doit être le bureau et toutes les implications que ça a en termes aussi de management de ces équipes. Et donc, les opérateurs, aujourd'hui, ce qu'ils disent, quand on parle avec eux, on a l'occasion de parler avec beaucoup de directeurs de patrimoine immobilier tertiaire de grandes entreprises comme Enedis, comme Saint-Gobain, et ils nous disent on souhaite optimiser nos surfaces et peut-être gérer moins de mètres carrés, mais de meilleure façon. Et mieux exploiter. Et donc, que faire? Alors, après, se pose la question, c'est-à-dire qu'on a effectivement des directeurs de patrimoine immobilier qui disent voilà, on va réduire les surfaces, on va en faire autre chose, on va y venir après. Il y aura une part télétravail et il y aura une part autre. C'est-à-dire, les gens peuvent aller périodiquement dans un coworking. Donc, on a des grandes sociétés. J'ai participé à un webinaire, je crois que c'était avec Enedis de mémoire, ou EDF, les deux, où le directeur immobilier nous disait bon, voilà, on va réduire les surfaces, on va faire du flex office, c'est-à-dire que on va faire on va créer 5 postes de travail pour 7 personnes. Voilà. Après, le flex office, les gens, quand ils font télétravail, ne viennent pas, on mutualise. Et donc, ça fait un facteur de 0,7. Et il y a certains opérateurs qui disent on va peut-être même descendre à 0,5. C'est-à-dire que pour 10 collaborateurs, on ne fera que 5 bureaux. Le reste, on va le gérer avec du télétravail, du coworking, et on va donner de la souplesse. Et après se pose leur question de surface libérée, avec de la sous-location, du co-living, une notion qui arrive aussi, du corp-working, etc. Ou alors ils résilient le bail, ils laissent partir les surfaces. Mais ça nécessite aussi du réaménagement. Alors, l'avis de ces experts-là, on parle toujours des mêmes. Ils disent, les grands responsables immobiliers des grandes firmes, ça doit faire, que le télétravail continuera de gagner du terrain, même après la pandémie. 60% disent que le bureau et la qualité de l'environnement de travail sont essentiels à l'émergence d'une culture d'entreprise. Et là aussi, finalement, je vous disais qu'il y a 15 ans, on faisait des bureaux tout blancs et on s'éclairait pareil. Aujourd'hui, la personnalisation, le fait
traduire les cultures, les valeurs et l'ADN de l'entreprise dans l'espace de travail, ça devient vraiment quelque chose que les sociétés veulent mettre en avant et veulent mettre en avant pour fidéliser leurs collaborateurs, attirer de nouveaux talents. Et donc, quand on leur pose la question à quoi ressemblera le bureau demain, ils disent effectivement moins de surface, un environnement de travail de meilleure qualité. Donc, je viens d'en parler à l'instant, donc c'est la capacité à attirer et fidéliser des compétences qui va devenir un des enjeux de premier plan pour les acteurs économiques, et avec une véritable guerre des talents. Et là, je dirais qu'on commence à être vraiment en plein dedans, puisque je pense qu'on l'est en premier lieu dans le domaine du BTP, mais je pense que dans tous les domaines, les problèmes de recrutement sont de plus en plus aigus. Et donc, on peut attirer des talents avec un poste, un salaire, etc. Mais aussi, on peut l'attirer avec des conditions de travail et l'aménagement de l'espace. Donc, les conséquences du télétravail en question. Alors, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Voilà. Les collaborateurs et les chefs d'entreprise peuvent se poser plein de questions. Je vais en citer une ou deux. Là. Après, il y a toute une masse. Pourquoi retourner au bureau? Comment garder des équilibres de vie une fois le retour au bureau après la pandémie? Est-ce le moment de réduire le parc immobilier? Ça peut être là. Quelle stratégie pour le bureau si la crise sanitaire continue? Est-ce l'occasion de changer de manière de travailler? Comment gérer les équipes à distance? Parce que aussi, je vous parlais de comment était perçu le télétravail par les collaborateurs, mais aussi pour les managers. Voilà. Suivant les types d'entreprises. Là aussi, une grande entreprise internationale, on travaille beaucoup pour certaines startups, du numérique, c'est plus dans leur culture, la moyenne d'âge est très basse, et finalement, travailler tout le temps à distance, ça leur pose très peu de problèmes. J'ai beaucoup d'exemples. Bah, tiens, je vais donner un exemple personnel, c'est pas grave. Ma fille travaille dans une société américaine, start-up du numérique. Ça fait 4 ans, elle a vu sa manager 3 fois en vrai. Elle travaille qu'à distance. Voilà. Donc, pour certaines sociétés, ça marche bien. Nous, on travaille aussi avec d'autres clients, par exemple, comme ça, des experts comptables, des avocats, banquiers, des banques. Là, la culture est différente. C'est-à-dire que des experts comptables, leur dire vous allez travailler en open space, déjà, hop, ça leur pose un souci. Ah, mais chaque dossier est différent, on doit être concentré, on a des appels, mais pas plus que dans une autre entreprise. Finalement. On arrive à les persuader, on avance. Là, on est en train de livrer une société d'experts comptables de 80 personnes où il y a 5 bureaux fermés sur 80 personnes. Le reste sont sur des open space séparés, mais voilà, les mentalités avancent. Mais c'est plus facile dans une start-up numérique que chez un cabinet d'avocats, par exemple. Après, il y a des questions aussi plus environnementales. Est-ce le télétravail, est-ce que c'est une occasion de réduire notre empreinte carbone? Oui, évidemment. Donc finalement, c'est l'aspect positif. Est-ce que je suis efficace, hein? Qu'est-ce que l'on perd vraiment quand on est au bureau? Comment faire vivre notre culture, nos valeurs, nos missions si nous ne sommes pas ensemble au bureau? Et donc, quand on se pose toutes ces questions, finalement, nous, on se dit il faut peut-être faire du bureau un lieu de destination désirable. Et pour en discuter avec certains chefs d'entreprise, il y en a qui nous disent il faut qu'on donne envie aux gens de revenir au bureau. Ils ont fait beaucoup de télétravail. Donc, il faut rendre le lieu peut-être désirable. Et justement, permettre aux collaborateurs, quand ils reviennent au bureau, de se baigner dans l'ADN de l'entreprise. Voilà, donc ça, ce sont les constats, les attentes, les envies. Donc, dernier chapitre, je crois que je suis bon. Donc, comment on peut imaginer l'environnement de travail de demain? Donc, on va vous donner quelques visions globales et nos visions à nous. Alors déjà, allez, je reviens un tout petit peu en arrière, mais hier, on travaillait de manière traditionnelle avec un poste de travail, on va dire fermé, etc. Aujourd'hui, on est plutôt on parle d'espace de travail, comment on travaille dans tous ces espaces-là, il y a la digitalisation. Demain, on sera peut-être plutôt sur des notions de style de travail, voire éventuellement de style. Quelle sera notre vie dans un monde ultra digital
où le bureau ressemblera à la maison, ou dans la maison, il y aura des espaces qui ressemblent au bureau. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour venir à tous ces espaces tertiaires, il y a plein de notions qui émergent. Nous, on les pratique un peu toutes, et notre idée, enfin, on pense que l'idée majeure de tout ça, c'est que l'usage et l'expérience utilisateur, elles doivent être au cœur de la conception d'un projet tertiaire. Autour de tout ça, il y a plein de notions. Vous avez sûrement entendu, le coworking, on en parle, les tiers-lieux, le flex office, les workslabs, des design thinking, des lieux d'ancrage, des espaces collaboratifs. Voilà. Il y a plein de formules. Et nous, on pense qu'il n'y a pas de formule magique. C'est-à-dire que pour une entreprise, avoir plus d'espace de co-living, de d'ancrage, c'est peut-être bien. Pour d'autres, il en faut un peu moins. Donc, nous, on pense que, suivant la typologie de l'entreprise, sa culture, son fonctionnement, son management, il faut aller un peu piocher dans toutes ces solutions pour réaliser l'aménagement qui sera le plus adapté. Finalement, le lieu, là on y revient, le lieu de travail devient multiple. On travaille au siège social d'entreprise, on travaille dans des tiers-lieux internes, dans des tiers-lieux externes, au domicile. Ils font des bruits, tes équipes? Oui, patiente aussi. Donc, trois constats sur le travail de demain. La montée en puissance du travail à domicile et du télétravail. Là aussi, suivant l'enquête d'Actineo, suivant les villes, on voit que, en gros, 80% des collaborateurs ont travaillé en télétravail. Constat numéro 2, les tiers-lieux sont la passerelle entre le bureau et la maison. Donc, on va travailler dans les locaux d'entreprise, donc tiers-lieux à la maison. Et finalement, si je travaille à distance, la question était la suivante. Si je travaille à distance de mon entreprise 2 jours par semaine de plus, il est important pour moi de pouvoir travailler aussi dans un tiers-lieu de proximité, pas uniquement depuis mon domicile. Donc, je ne suis pas en télétravail, je suis pas dans mon entreprise, mais je suis dans un tiers-lieu. Encore une fois, une gare, un restaurant, le lobby d'un hôtel. Voilà. Constat numéro 3, le flex office. Alors, le flex office, donc, pour le résumer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai 5 bureaux et 10 collaborateurs. Donc, je fais en sorte de leur proposer un espace qui fonctionne comme celui-ci. Donc, ultra connecté, tout le monde a des portables, il y a une connexion Wi-Fi de la file derrière, ça fonctionne. Il y a des casiers, un code, etc. Et voilà. Ça, c'est quelque chose qui arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans les demandes de nos clients et d'une manière générale se créer dans les entreprises. Donc, les nouveaux usages, donc les contraintes économiques, les nouvelles technologies, le contexte sanitaire, le développement durable changent les usages de l'immobilier tertiaire. Et effectivement, on se rend compte qu'on peut mettre en place une mixité des usages. On va y venir tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais prendre le cas ici d'ailleurs, dans cette même pièce. Alors, les gens qui sont derrière l'écran ne voient pas toute la pièce, mais c'est une pièce multi-usage. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est une conférence, c'est un lieu de détente et de repas, c'est un lieu qui peut être un lieu de réunion. Donc, l'idée, c'est de faire vivre tous les espaces au maximum de leurs possibilités. Dans des très grandes entreprises de 2000 personnes, on a une cafétéria qui ne fonctionne que 2 heures par jour. Donc, c'est une immobilisation de mètres carrés tertiaires qui coûte cher, inutile. Donc, aujourd'hui, quand on travaille sur une cafétéria, on a fait une pour la Française des Jeux pour 500 collaborateurs, elle vit toute la journée. C'est-à-dire qu'elle est modulable et en dehors des heures de repas, il y a des écrans pour pouvoir projeter, il y a des zones dans lesquelles on peut faire des réunions, etc. Voilà. Donc, le bâtiment tertiaire va devenir flexible et respectueux de l'environnement. Donc, les 10 tendances que nous, on met en avant et qu'on pense les plus concrètes aujourd'hui, c'est un travail hybride.
C'est un mot qui vient dans beaucoup de sujets, dans les voitures, dans plein de choses. Mais c'est vrai que le travail hybride, finalement, c'est cette faculté dont je vous parlais de pouvoir travailler au siège de l'entreprise, chez soi, dans un tiers-lieu. L'impératif de bien-être, ça reste une valeur qui se développe et qui continuera. Le home tendance, parce qu'effectivement, l'explosion du télétravail a poursuivi le gommage de la frontière entre l'espace de bureau et l'espace de vie personnelle. Et finalement, l'appropriation des lieux de travail passera par cette assimilation des univers. Le coworking de zéro, le coworking, vous l'avez vu, il a été créé il y a longtemps, finalement, enfin, en 2005, il y a fait 15 ans, mais ça va devenir une vraie stratégie pour les entreprises de repli et de souplesse pour installer des collaborateurs sur 1 mois, 3 mois, avec tous les services qu'ils ont au sein de l'entreprise, voire plus. Une souplesse dans les baux, c'est-à-dire on y va pour une semaine, on repart, pour une journée, on peut louer la journée. Donc il y a beaucoup de grands opérateurs qui sont en train de se développer là-dessus. Des lieux de partage, des besoins croissants d'adhésion aux valeurs, parce qu'on est moins tout le temps ensemble, donc on a besoin quand même de plus partager les valeurs de l'entreprise et sa culture. L'accélération digitale, donc voilà, l'esprit du lieu, le design d'espace, on veut être bien dans un espace, et voilà, on se dit que finalement, il est bien que chaque entreprise ait son esprit. Et ce qu'on a fait ici, ce que vous là, il y a une thématique, et pour une autre entreprise, ça sera une autre thématique qui sera différente, ou le visuel sera différent. La mixité des usages, je viens de vous en parler. Les bureaux green-friendly, voilà. La reconnaissance environnementale, c'est aussi quelque chose d'important pour les nouvelles générations. Manger sain, le recyclage, la réutilisation, c'est quelque chose qui sera mis en avant à l'avenir de plus en plus dans l'espace de travail. Et le flex office, dont je viens de vous parler. Pour illustrer 2-3 notions comme celle-ci, le travail hybride, voilà, dans un hôtel de hôtel, dans une gare, la gare Sauveur, par exemple. Dans les lieux de partage, conférences, espaces informels, espaces de collaboration. L'esprit du lieu, ouais, donc faire de l'expérience quelque chose de mémorable, une expérience utilisateur forte. Voilà, c'est le bureau de Uber. La mixité des usages, donc ce que vous disiez, les lieux de restauration qui viennent des lieux de travail, de réunion, on a quelques exemples. Et au-delà de ces tendances d'usage, il y a les tendances design. Donc je vous disais, le home design, quelque chose qui est important. Les espaces de vie qui occupent davantage l'espace professionnel. Le design biophilique, mettre la nature au cœur de l'entreprise, par des matériaux comme le bois, par des plantes, etc. L'office branding, retrouver la marque au sein de l'espace. La prise de conscience des circuits courts dans l'aménagement, le développement durable. Des murs neutres qui laissent place aux textures, je parle des grands murs blancs, ce que nous avons. Aujourd'hui, on essaie d'avoir des choses plus chaleureuses, plus texturées. Le bureau club social, sur la base de l'échange. La décoloration collaborative. Je vais vous montrer quelques exemples après de toutes ces notions. Pardon. La signalétique connectée. Et peut-être les 5 sens. Ça, c'est un concept un petit peu propre à Initium, je dirais, avec un concept de bien-être global. Donc, le home design, je vais faire vite parce qu'il nous reste un petit quart d'heure, c'est ça? On est bon? Donc, les collaborateurs ont besoin d'un univers de travail convivial, avec les codes de la maison, des mobiliers empruntés à l'habitat, des ambiances de travail cosy, etc. Donc, voilà quelques exemples d'un siège social à Lyon, d'un consultant médical. Ça, c'est notre siège social à nous, à Lyon aussi. Un centre de formation pour Saint-Gobain. Donc, des grandes entreprises très institutionnelles. Finalement, quand ils font un centre de formation, on a l'impression, un peu l'impression d'être chez nous. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on a réalisé au Aubervilliers. Alors, j'ai mis quelques exemples de nos réalisations, mais d'autres aussi. Des espaces de vie qui occupent davantage l'espace professionnel. Alors, ça, c'est un peu la caricature de Google qui avait installé des baby-foot
à la fin du XXe siècle ou du XXIe dans ces espaces, mais ça devient quand même quelque chose de récurrent. On va être comme à la maison, mais on va avoir des moments de respiration. Donc, c'est des moments de respiration agréables, voilà, de capital sympathie. Et on rebooste la motivation et la productivité des collaborateurs. Le design biophilique, voilà, j'en parle à l'instant. Bon, je vous parlais d'expert comptable tout à l'heure. Voilà, c'est ça. On aura fait des bureaux biophiliques, très ouverts sur nature. Voilà. L'office branding. Alors, ça, c'est une notion qu'on ne retrouve pas pour toutes les entreprises. Ce n'est pas une volonté toujours affichée, mais de dire, on retrouve au sein de l'espace tertiaire vraiment le branding et la marque de l'entreprise très, très visuelle. Voilà ce qu'on a fait par exemple pour OVH à Bordeaux, une société qui s'appelle Penguin World. Alors, vous voyez, là, on est dans le blanc avec des formes qui rappellent un peu les pingouins. Donc ça, c'est un aménagement qu'on a fait à Vénissieux l'année dernière. Dans les 2 ans, pardon. Ou alors plutôt dans un côté geek. La prise de conscience des circuits courts dans l'aménagement, là aussi, on essaye de fabriquer sur place. Voilà. Si on regarde ici, ce qu'on est en train de réaliser pour l'extension de la ruche, d'ailleurs, c'est du bois acheté en France, qu'on travaille dans nos ateliers, qui est installé ici, donc le circuit est quand même plutôt court. Contrairement à ce qui se pratiquait, je dirais, il y a 15 ans dans l'aménagement de bureaux, où on achetait des bureaux en Pologne, etc. Voilà, des bureaux standards. Aujourd'hui, les bureaux, on fait beaucoup de sur-mesure, beaucoup en bois. Voilà. Des murs qui laissent la même texture, voilà, avoir un aspect visuel agréable, même si ce n'est pas d'un vrai brique tout le temps. C'est un plaquage, etc. Mais on donne une atmosphère quand même beaucoup plus riche, beaucoup plus chaleureuse. On retravaille l'éclairage, on n'aurait pas le temps de tout vous dire ce qu'on peut faire pour améliorer l'espace dans sa convivialité. Le bureau club social, un bureau en tant que plaque tournante de la collaboration et de la socialisation. Voilà, quelques exemples, conseil des jeux, une entreprise, une start-up du numérique à droite, à Lyon, qu'on a fait, etc. La décoration collaborative, donc ça aussi, ça peut être intéressant. L'exemple à gauche, le même centre de formation que je vous ai montré tout à l'heure à Saint-Gobain, on a fait réaliser une fresque par les collaborateurs de Saint-Gobain, par les encadrants, qu'on a reproduit, agrandi, intégré au décor du site. Voilà. La signalétique connectée, bon, là, la taille des écrans, leur prix baisse continuellement. Donc, on arrive à trouver des solutions très interactives sur tout ce qui est signalétique. Et pour terminer, une notion un peu qui est propre à nous. Nous, on a créé un laboratoire tertiaire à Lyon, qui est notre siège à Lyon, et il y a ça depuis un peu plus de 2 ans maintenant. On s'est dit finalement, le bien-être au travail pour les collaborateurs, c'est quoi? Quand on est bien, c'est que nos 5 sens sont bien éveillés, bien flattés. Finalement, hein, quand on sent une bonne odeur, qu'on a une belle vision, qu'on a une bonne température, qu'au niveau de l'acoustique, on entend les bruits d'oiseaux, etc., ou de la bonne musique. Finalement, quand tous nos sens sont flattés, on est bien. Donc, on a transcrit ça dans un aménagement qui est notre laboratoire, qui est à la Pardieu, en disant c'est un espace où on développe tous les sens et le digital. Et on plonge finalement le collaborateur dans un parcours sensoriel rythmé par sa journée. Pendant un moment de concentration, il va aller dans le lieu acoustique qui est là, où tout est fait, y compris les luminaires sur l'acoustique, pour être concentré. Il peut aller dans l'open space, là la vue est sympa, il peut être dans un mode un petit peu plus dynamique. Le toucher, le goût, il y a une vraie cuisine, on a un partenariat avec les Albocuse, il vient faire des animations de temps en temps pour les collaborateurs à midi, plutôt que manger bêtement en sandwich. Et bien une animation faite par un traiteur, par exemple. Et quelque chose que personne n'aborde pratiquement, c'est l'odorat. Parce que si on prend un exemple, les parkings Vinci, avant ils étaient mal éclairés, je vais être poli, ils sentaient très mauvais, et ils perdaient de l'argent, etc. Ils les ont bien éclairés, ils ont mis de très bonnes odeurs, de la musique, ça fonctionne. Et finalement, dans l'espace tertiaire, pourquoi aussi ne pas capter l'odorat? Donc, nous, on travaille avec un partenaire sur des diffuseurs d'odeurs connectés,
où on a fait développer une propre fragrance qui fait que, en fonction du moment de la journée, on peut diffuser une odeur fraîche, dynamique, quand on est dans un moment de créativité, par exemple, et une odeur plus apaisante pour un moment de concentration. Voilà, ça c'est un petit peu notre particularité, notre conseil et notre concept. Voilà pour cette présentation. Donc, merci de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Oui, très bien. Bravo. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit dans la salle, dans le chat, n'hésitez pas, vos ressentis également. Tout est bon à prendre. Il y avait un mot-clé dont vous n'avez pas parlé, le slow office. Le flow office. Slow. Pardon? Slow. Ah, slow office. Ouais, c'est pas une notion enfin, nous, cette notion-là, on l'a pas développée. On la connaît, mais on la retrouve peut-être voilà, au travers des espaces de détente. Enfin, je ne sais pas ce que vous appelez slow office. Ah, moi, je ne sais pas non plus, c'était marqué dessus, c'est tout. Ah oui, d'accord. Alors c'est celui qui est marqué là, d'accord. Non, c'est pas une notion. C'est la notion d'inquiétude que certains ont développé, mais voilà, c'est pas dans notre vocabulaire de tous les jours. Peut-être d'autres questions. Moi, je n'ai pas de questions de mon côté. Ouais. Tu dis que donc il y a des changements par rapport à la façon de gérer son patrimoine immobilier et ses espaces de travail pour ses collaborateurs. Est-ce qu'il y a est-ce que vous constatez dans votre activité des différences en fonction des secteurs d'activité Oui. ou organisation ou institution? Oui, il y a une différence par rapport aux tailles d'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est 2000 personnes sur un site, et sur une multitude de sites, elle a une vraie réflexion patrimoniale sur son immobilier. Il y a une force dédiée pour regarder la rentabilité. Donc, il y a une vraie réflexion là-dessus. Ça sera beaucoup moins vrai pour une start-up dont l'effectif est 30% utilisé chaque année, par exemple. Là, il faut une activité. Et tu as parlé aussi de réemploi, dans les tendances de réemploi dans les chantiers. Est-ce que, voilà, c'est quoi la marge de manœuvre et l'opportunité? Parce qu'on entend souvent que le BTP, il y a de la marge pour la gestion des démolitions, des chantiers, des transformations. Comment vous voyez ça chez... Le réemploi, si. Le réemploi, il passe par concept. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des espaces tertiaires avec une forte identité de marque, etc., on peut détourner des objets qu'on récupère sur une démolition. Alors, moi, je pourrais donner des exemples qu'on a réalisés justement sur notre siège à Lyon. On a rénové des bureaux, on a créé des bureaux dans un appartement haussmannien à Paris. Il y avait des très grands miroirs. On ne les a pas achetés, on les a gardés, on les a repeints en gris métallique et on les a mis dans notre espace de laboratoire comme un objet un peu artistique, par exemple. On a aussi des mobiliers qu'on recycle. Ça se fait beaucoup sur le mobilier. Sur la partie agencement, c'est plus difficile. Si, quand on travaille sur des cloisons amovibles, mais ça existe depuis longtemps, mais c'est quand même une préoccupation quand même importante pour beaucoup d'acteurs. Là, on travaille sur un projet qui est la DDF, où on est sur 2 bâtiments avec deux plannings qui vont s'enchaîner. Donc, on va réutiliser des matériaux provisoires qui ont été mis en place, par exemple toute la base vie, etc., qu'on va démonter, remonter, etc. Donc, c'est pas facile pour tout. C'est vrai qu'une cloison en plâtre, c'est pas réutilisable. Mais on travaille de plus en plus sur les aspects modulaires. Et c'est ce que nous, on préconise, c'est-à-dire
arrêtons de faire des cloisons placo-plates, justement, c'est nul pour l'environnement et pour le retraitement, mais faisons des cloisons démontables et remontables, et là, on peut faire des choses. Merci à tous. Un grand merci, Jean-Francis, pour cette présentation qui nous aura fait comprendre non seulement que les évolutions elles ne datent pas d'hier, mais en plus qu'on est amené à en découvrir plein d'autres, digitalisation, hybridation, je pense qu'il y en a à ne plus savoir. Le replay de la conférence sera bientôt disponible. Je vous ferai passer le lien par mail pour tous les inscrits. N'hésitez pas à le voir, à le revoir et surtout à le partager, puis à vous abonner à notre chaîne YouTube. La prochaine conférence de la ruche industrielle aura lieu le 10 février. Notez bien cette date. Elle sera sur l'économie circulaire par Grégory Richard. Donc, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine conférence. À très bientôt à la ruche ou par visio. Encore merci, Jean-Francis. Merci à vous. Merci à tous de m'avoir suivi.